Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Ah, mes amis, bienvenue en ce dimanche de rentrée. J'espère que Place du Marché vous a un petit peu manqué, oui, quand même, pendant les vacances. Toute cette saison, comme la saison précédente, nous allons continuer à explorer le monde de l'alimentation et répondre, j'espère, à vos questions, à vos attentes, à vos envies, étancher vos soifs de connaissances et apaiser toutes vos faims. Et non, ça c'est une gageure. Allez, je continuerai à recevoir chaque dimanche à 10h les plus grands professionnels des métiers de bouche, comme on les appelle, les chefs, les pâtissiers, les chocolatiers, les charcutiers, boulangers, primeurs, glaciers, bouchers, etc. Mais aussi des auteurs, des penseurs, des journalistes, des influenceurs, des chercheurs, des managers. Enfin, tout ce qui est en genre, enfin, tout ce qui participe en professionnel, en amateur, à faire de nos repas des moments exceptionnels. Oui, moi, l'exception, c'est presque mon naturel. Pourtant, nous allons commencer cette saison sur une note pas très optimiste. Et oui, aujourd'hui, puisqu'une étude est sortie la semaine dernière qui révèle que nos ados sont de plus en plus touchés par le surpoids et l'obésité. L'ennemi qui est pointé du doigt par tous, c'est le sucre. Le sucre dans notre alimentation et l'augmentation de sa consommation dans toute notre alimentation et notamment dans celle des jeunes. Alors, la question qui se pose, doit-on supprimer le sucre? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Pour tâcher d'y répondre, j'ai invité à ma table, très frugal ce matin, je dois le reconnaître, deux personnes qui connaissent bien le sucre. L'une, parce qu'elle en est la victime innocente de ce sucre, c'est Alix Bornon. Bonjour Alix. Bonjour. Alors, vous êtes la victime innocente parce que vous êtes diabétique depuis l'enfance. Et, alors, accessoirement, c'est pas votre métier, vous êtes pâtissière, cela semble assez incompatible, mais vous en avez fait votre différence, votre force en fait. Tout à fait. On va expliquer comment en étant diabétique, on peut devenir une pâtissière de renom. Mon autre invité soigne les mauvais effets du sucre, et pas seulement, sur nos congénères. Bonjour, docteur Patrick Serrogue. Bonjour. Alors, vous êtes un nutritionniste bien connu des auditeurs, et notamment au travers de vos interventions dans les médias, et vos nombreux livres, parce que ça doit faire quand même commencer à faire une belle bibliothèque. Combien il y en a derrière vous ? 15-16. 15-16, oui. Tranquille. Je vois que vous n'êtes pas passé chez votre ORL. Non, pas ce matin. Petite extinction de voix. C'est le petit coup de froid de la rentrée. C'est vrai que cette semaine, il a commencé. L'automne s'est fait pressentir, mais on vous écoute quand même. Alors, votre dernier livre vient de sortir avec un titre que j'adore, « Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir ». Autrement dit, une bonne partie de ce qui nous empêche de perdre du poids, et je sais de quoi je parle, ça vient du cerveau. Oui, c'est ce qu'on appelle les kilos émotionnels. C'est-à-dire que beaucoup de gens prennent du poids à la suite, dirons-nous, de souffrance. Et c'est le cerveau qui, à ce moment-là, va les conduire à manger un petit peu plus. C'est ça, comme se donner de la récompense, du bien-être, du confort, grâce à la consommation de produits alimentaires. Là aussi, je connais bien, mais bon, je crois avoir résolu une partie de ces soucis. Alors, docteur, j'ai plein de questions à vous poser sur le sucre et sa consommation, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais que nous revenions sur les chiffres rapidement de l'obésité chez les adolescents. 20% des adolescents sont en surpoids, presque 15% en état d'obésité. Alors d'abord, c'est quoi la différence simplement entre obésité et surpoids ? Non, il n'y en a pas autant. Il n'y en a pas autant ? Il n'y en a pas autant. Les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est environ 17% de surpoids et d'obésité. D'accord. Et puis vraiment, les enfants qui sont très obèses, c'est 5 ? Heureusement, oui, c'est 5%. 5%. Bon, c'est déjà beaucoup, oui. mais quand même, c'est plus raisonnable. La différence, c'est un curseur, en fait. À partir de quel moment on est en surpoids et à partir de quel moment on est obèse ? Chez l'enfant, c'est très différent par rapport à l'adulte, puisque chez les enfants, on compte l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Qui n'est pas toujours simple à calculer. C'est très simple, c'est le poids sur la taille multiplié par la taille, donc c'est assez simple. C'est du Einstein, ça. Mais surtout, pour les enfants, on compte l'IMC par rapport à une courbe de croissance, et en fonction de l'âge. Donc ça n'a rien à voir avec l'adulte, on a des chiffres qui, eux, ne bougent pas. Alors, le coupable pointé du doigt en premier, c'est le sucre. Eh bien, non. Non, c'est le gras ? Non plus. Voilà. C'est ni le sucre, ni le gras. Vous savez, c'est l'excès. La lutte contre le sucre aujourd'hui est à la mode. Il y a quelques années, c'était la lutte contre le gras qui avait tous les maux, et puis on l'a réhabilité. Demain, on va réhabiliter le sucre, c'est pas le problème. Le problème qu'on a, ce sont plus, dirons-nous, des sucres rapides, c'est-à-dire que c'est vrai. Voilà. Nos sucres raffinés, notre fameuse saccharose. Voilà, on mange un petit peu, on mange de plus en plus de sucre raffiné, alors que
tous les sucres que nous mangeons, que ce soit sous forme de féculents ou que ce soit sous forme de confiture, qui sont des sucres rapides, se retrouvent... Ou de fruits. Ou de fruits. Oui. Alors le fruit, non. Le fruit ne se trouve pas dans la même situation que les autres, puisque le fruit n'a pas la même composition que la betterave qui contient le sucre. Vous allez nous expliquer ça, docteur Serroc, parce que on peut pas parler de sucre au singulier. Il faut parler de sucre avec un S, de sucre au pluriel. Absolument. On va voir ça un petit peu plus tard dans l'émission. Avant de taper à bras raccourcis sur le sucre entre Alix Bornon et le docteur Serroc, parce que quand même, on va vous mettre un peu les points sur les i en matière de consommation de sucre, et notamment pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants, des petits-enfants qui sont pas toujours très sérieux dans leur alimentation. Avant cela, je voulais quand même donner la parole au sucre, j'ai envie de dire, et vous montrer qu'il y a des grands professionnels du sucre, et notamment des confiseurs, qui se soucient de désucrer un peu leurs produits. J'ai au téléphone avec moi Jean-Louis Corsiglia. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, Jean-Louis Corsiglia, vous avez la tâche aujourd'hui de représenter la confiserie, on va dire, mais la confiserie artisanale, bien sûr, puisque vous êtes, on va dire, un des grands noms du marron glacé, du marron confit en France, en Provence. Jean-Louis Corsiglia, alors d'abord je voudrais penser à tous ceux, avant de régler le compte du sucre un petit peu quand même, c'est notre objet de dire passons-nous un peu plus de sucre. J'ai envie d'abord de laisser la parole aux professionnels du sucre. Vous, le sucre, c'est votre métier. Oui, Vincent, et bonjour docteur, et bonjour madame. Bonjour. Donc, pâtissière de ma profession. Donc, nous vivons une époque, il y a une tendance. Nous sommes obligés de regarder les gens qui vivent autour de nous. Oui. Et aujourd'hui, on a mis le point, comme le disait le docteur, sur le sucre, auparavant sur le gras, et nous en sommes conscients. Donc, depuis maintenant environ 24 mois, depuis 2 années, nous allons dans des salons, par exemple à Rennes au CFIA. Oui. C'est un salon où on trouve tous les nouveaux ingrédients. Salon professionnel, pour les ingrédients professionnels en pâtisserie-confiserie. Tout à fait, pour remplacer justement sucre, saccharose, et vous avez et tu as bien fait. Je peux te tutoyer, Vincent. Je sais pas. Donc, si vous voulez, Jean-Louis, avec plaisir. Ça, c'est l'amicale du sucre. Voilà. Alors, nous avons dans ces salons trouvé donc des gens qui ont étudié comment remplacer le sucre. Mais pour remplacer le sucre, il faut d'abord ne pas changer le goût des produits, le gustatif, parce que c'est un plaisir. Bien sûr. Si on supprime dans les confiseries, comme dans la pâtisserie, le bon goût, les gens mangeront plus de sucre, mais ne mangeront plus ou de pâtisserie ou de confiserie. Et encore, Jean-Louis, vous qui avez un produit de base qui est quand même la châtaigne, le marron, vous n'avez pas que du sucre, mais je pense à ceux qui font, je sais pas moi, les bêtises de Cambrai par exemple, ça n'est là pour le coup que du sucre. Donc c'est encore plus compliqué. Mais ce que je voulais savoir, le sucre à la base, c'est un conservateur. Ça a été mis. Oui. Les fruits confits, c'était pour conserver les fruits en Provence pendant l'hiver, non ? Tout à fait. Donc le nom m'échappe du créateur. Et veuillez m'en excuser. C'est pas grave. Le premier qui en Provence, dans la région d'Apt, a voulu conserver des fruits. Il a utilisé le sucre. Ah oui. Comme on utilise le sel pour conserver des charcuteries. Du poisson ou de la viande, oui, c'est ça. Et du poisson et de la viande. Donc aujourd'hui, le sucre a un avantage tout de même, c'est lorsqu'il y a du sucre, il y a moins d'autres ingrédients, parce qu'il nous aide à conserver. Non seulement il y a cet avantage, mais quand on a regardé de plus près, on s'est approché de ces glucosiers, les gens qui font le glucose à base, c'est un autre sucre de blé ou de maïs. Le glucose, c'est vraiment, docteur, le carburant de notre corps. C'est le glucose qu'on consomme, notre cerveau. La molécule de glucose. Oui, la molécule de glucose, oui. Très bien. Et les saccharoses. Donc ces gens ont trouvé aujourd'hui des palliatifs. Oui, des ersatz. Et on trouve, non, surtout pas d'absarda, pas des édulcorants, sont des vrais sucres, mais... Ce sont des fibres de légumes qui vont envahir le marché dans les 5 années à venir, parce que la fibre de légumes va remplacer en texture ce que nous donnait le sucre et le glucose. D'accord, oui. Donc va maintenir ce que nous ne savons pas aujourd'hui. Alors, il est acquis qu'avec ces fibres de légumes, nous baissons dès à présent de 30% nos quantités de sucre, c'est-à-dire les saccharoses et les glucoses. Ça, c'est acquis.
gustativement, c'est acquis. Oui, parce que, attendez, excusez-moi, je résume, hein, Jean-Louis, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des techniciens. Et il y a le pouvoir sucrant du sucre, mais aussi le pouvoir texturant. Hein, ça donne une onctuosité, une épaisseur, comme un gélifiant un peu. Oui, et les fibres de légumes sont à l'identique. Vont remplacer ça, voilà, d'accord. Oui, Okay. Par contre, ce que nous appelons dans la profession le taux réfractométrique, donc le taux de matière sèche dans les produits, dont les sucres, mais le fruit en fait partie, nous baissons les sucres de 30%. Oui, ça c'est votre obsession. Hein. Vous, Jean-Louis, je sais que vous bossez sur depuis longtemps sur comment retirer le plus possible de sucre de la confiserie. Oui, parce qu'on a vu venir la tendance. Et puis que vous êtes à l'écoute de votre clientèle, et c'est sûr que quand on vend du marron glacé, on a envie de ne pas perdre sa clientèle de base, tout en essayant de conquérir de nouveaux marchés. Jean-Louis, je vous remercie. On va revenir. Je vous laisse partir surveiller votre sirop dans lequel ce sirop vanillé naturellement dans lequel baignent vos marrons qu'on adore. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore du côté d'Aubagne. Au revoir. Et merci madame. Voilà, je pense que c'était important de laisser Jean-Louis poser la question. On va se quitter pour une toute petite pause de publicité et on se retrouve pour poser les questions à mes invités. De retour, place du marché. On se pose aujourd'hui la question, devons-nous vivre sans sucre ? D'abord, pouvons-nous vivre sans sucre ? C'est ça la vraie question. Je crois que la réponse, c'est non. Hein. Je ne veux pas décevoir ceux qui sont vraiment les ennemis du sucre. Pour répondre à cette question, je me suis entouré de spécialistes. Le docteur Patrick Serrogue, qui est nutritionniste, auteur de nombreux livres sur la question, on va dire, de la diététique en général, hein, c'est-à-dire de notre alimentation et comment la rendre raisonnable d'une certaine façon. Et puis Alix Bornon, qui est la fondatrice des Belles Envies, ces pâtisseries désucrées, un magasin à Paris, bien entendu. Alors, la première question, vous entendiez Jean-Louis Corsiglia, docteur, nous parler de ces substituts au sucre. Pas sur le pouvoir sucrant, mais au moins sur le pouvoir texturant, qui est très important en pâtisserie. Il parlait de fibres de légumes ou de fruits. Oui, alors les fibres de légumes ont l'avantage d'augmenter la quantité de fibres pour les individus qui n'en mangent pas assez, ce qui est vrai en général. Et de piéger l'eau, hein, puisque c'est ça un peu l'idée, je pense. Mais surtout, le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'en augmentant la quantité de fibres, beaucoup de personnes n'arrivent plus à les supporter. Ah oui, c'est irritant pour le système au-delà digestif d'une certaine dose. Et donc, si toute l'industrie agroalimentaire ou sucrière se met à fabriquer des fibres de texture pour limiter l'apport en sucre rapide, on va se retrouver devant une pathologie encore plus importante d'inconfort digestif, voire de colopathie, ce qu'on appelle les colopathies fonctionnelles. Des sortes d'irritation, d'inflammation du côlon. Et oui, d'inflammation du côlon. D'accord, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Est-ce que, en fait, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas vraiment se passer du sucre pour l'instant ? Non, il faut un équilibre. D'accord. On peut très bien diminuer le sucre, mais garder un équilibre alimentaire. Alix Bornon, il y a un autre sujet intéressant dans ce que disait Jean-Louis Corsiglia, je le rappelle, qui est fabricant de marrons glacés, qui sont extrêmement naturels, très artisanaux. Il disait le pouvoir de conservateur du sucre. Vous qui faites de la pâtisserie sans sucre, et on va y revenir dans un instant pour essayer de comprendre comment vous faites. En tout cas, vous avez désucré, vous avez supprimé les sucres raffinés. Absolument. Du coup, vos gâteaux se conservent moins. On a une DLC, donc une date limite de conservation, qui est plus courte, bien sûr, qu'une pâtisserie ordinaire, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le sucre, c'est exhausteur de goût. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi ça. Et ça permet de conserver. C'est pour ça que les confitures, on les conserve très bien, et que tout ce qui est à base de sucre, il y a une conservation qui est très très longue, là où nous, on a une conservation de 2 jours uniquement. On a la crème qui tient plus, on n'a plus forcément une texture brillante, alors que quand vous avez un nappage, vous avez une tarte avec un nappage, ça brille. Et ça, vous avez des gélifiants qui peuvent pallier cela, non ? Oui, on a des gélifiants qui peuvent pallier, d'autres substances. Mais ça ne va pas se conserver aussi bien que forcément du sucre, le propre du saccharose. D'accord, donc tout un travail, et on va en parler avec vous dans un instant, un petit peu plus tard, mais je voudrais qu'on se pose la question du sucre. On le voit, et ce qui m'a poussé à vous inviter aujourd'hui, c'est justement ces sondages et ces chiffres de l'obésité et du surpoids chez les jeunes. On sait que le sucre est dans notre alimentation caché.
hein, partout, dans tous les plats élaborés, dans ce qu'on appelle les produits transformés. Il y a pratiquement du sucre partout. Pourquoi ? Parce que c'est un exhausteur de goût et ça envoie un signal de confort gustatif, docteur ? Oui, exactement. C'est un exhausteur de goût. Et finalement, la population s'est habituée peu à peu à avoir une consommation gustative. Eh oui, qui est montée, en fait. Qui est montée, exactement, puisque avant, on n'achetait pas de plats tout préparés, ça n'existait pas. Donc, bon, à partir du moment où on a commencé à mettre un peu de sucre, ce qui existe dans la cuisine traditionnelle, il y a beaucoup de plats dans lesquels, lorsqu'on le fait à la maison, on rajoute 1 ou 2 morceaux de sucre. Prenez la ratatouille, par exemple. Bien sûr. Dès qu'il y a de la tomate et de l'acidité, on a tendance à mettre une sauce tomate, oui. Bien sûr, ça existait. Mais là, comme aujourd'hui beaucoup de gens finalement utilisent des plats industriels, c'est vrai que leur consommation de sucre, qui était plus faible avant, parce qu'il fallait préparer, on n'avait pas tout le temps envie et tout ça, a augmenté. C'est vrai. Bon, mais le sucre, il n'empêche que le sucre reste, malgré tout, pour l'organisme, un nutriment absolument indispensable. Vous savez qu'il y a 3 cellules dans l'organisme qui ne peuvent pas vivre sans sucre, le cerveau, mais également la médulaire rénale, qui est un organe très important qui sécrète des hormones, et surtout le globule rouge. Le globule rouge qui nous Notre fait... hématie, elle est demandeuse de sucre. Exactement. Et le globule rouge nous fait respirer. Il y a un autre organe qui est très important, qui est le muscle, puisque lui, il a besoin, pour être efficient, il peut marcher aussi aux lipides, mais il marche beaucoup moins bien aux lipides. Il a besoin également de carburant, qui est le sucre. Donc, il faut en consommer, mais tout le problème, c'est la quantité raisonnable de sucre. Et quel sucre ? Peut-être là aussi, c'est un problème. Parce que lorsqu'on parle de sucre au pluriel, on pense souvent sucre rapide. C'est le premier auquel on pense. Le sucre, ce qu'on appelle, nous, le sucre, qui est le saccharose. Mais il y a une noria de sucre extrêmement différents, qu'on appelle les hydrates de carbone. C'est-à-dire, c'est le terme général pour les glucides. Oui, c'est ça, les glucides. Et bien, ces glucides-là, c'est vrai que grosso modo, il y en a 2 types, puisque vous avez les glucides qui sont rapides et d'autres qui sont lents. Bon. Mais les glucides lents, il y en a énormément. Ils sont représentés de manière massive. Quand vous prenez les féculents, par exemple, vous avez quand même beaucoup d'aliments que vous pouvez diversifier. C'est ça, on va dire céréales et légumineuses, grosso modo. Céréales et légumineuses contiennent du sucre. Les légumes verts en contiennent un petit peu, mais pas beaucoup, c'est vrai. Un petit peu, ça dépend des quantités que vous mangez. Voilà, grosso modo. Et puis les fruits. Les fruits ont du sucre, évidemment. Les fruits contiennent un sucre qui est surtout le fructose. Oui. Il n'y a pas que du fructose, mais en majorité, le fructose, qui lui suit une voie métabolique différente dans notre organisme. Vous voulez dire qu'il ne va pas agir sur... Il n'a pas le même pouvoir glycémiant que il va faire monter la glycémie. Il n'a ni le même pouvoir glycémiant parce qu'il est plus bas au point de vue de la sensation du sucre, mais en plus, comme il suit une voie différente, il n'augmente surtout pas la sécrétion d'insuline, comme le fait le glucose. Par contre, le fructose, c'est toujours la même chose. Si on abuse du fructose, parce qu'il y a une grande mode à un moment donné d'utiliser beaucoup de fructose, et ça a un gros inconvénient aussi. C'est calorique. C'est que ça donne des maladies qui sont la stéatose hépatique. Qui est la fameuse NASH. La fameuse NASH qui se répand un peu partout. La maladie du foie gras. Je le dis pour ceux qui nous écoutent dans le sud-ouest, c'est comme ça qu'on la surnomme. La maladie du foie gras. C'est-à-dire que votre foie va en fait produire de la graisse et comme un canard qui fait un foie gras, va stocker du gras dans les cellules hépatiques. Quand on grossit, on a de la graisse qui augmente au niveau intra-abdominal et le foie évidemment va stocker également de la même façon. Avant de parler, après moi le sucre, je me permets d'intervenir sur plutôt les fruits. Les fruits sont bons et je vous rejoins tout à fait, mais à l'état pur. Je m'arrête bien là-dessus parce que les gens confondent souvent jus de fruits, par exemple, complètement différent. Quand on prend un jus de fruits, c'est pas comme si on prenait quand on mange une orange, par exemple. Parlons du jus d'orange. Voilà, parlons du jus d'orange. Il est transformé, donc c'est toujours la transformation. Quand vous mangez généralement pasteurisé, c'est-à-dire généralement chauffé, pasteurisé. Chauffé, et je me permets d'intervenir sur ce point-là parce que c'est important de dire que un aliment dans son état pur et non transformé, il est bon. Le jus, il est transformé parce que on a transformé, c'est un mécanisme qui est fait derrière. Donc, il n'est pas assimilé de la même manière. Très simplement, moi, en tant que diabétique, je le dis très aisément, quand je mange une orange, j'en parle souvent à mes amis, mais c'est extrêmement simple. On est votre ami. Voilà. Parlez-nous-en. Et l'orange n'a pas le même index glycémique quand je la mange pure qu'une orange pressée. Voilà. Pourquoi ? Parce que les fibres vont peut-être piéger un petit peu. Voilà, l'intérêt des fibres dont on parlait tout à l'heure, qui sont quand même
intéressant pour nous. C'est-à-dire parce que si je schématise, le jus d'orange va être entièrement assimilé, passé dans le système sanguin, on va dire, en tout cas être moins filtré qu'une orange, parce qu'il y a une partie des glucides qui vont être piégés dans les fibres. On peut dire ça, Oui, Patrick Serog? Oui, c'est un peu ça. Et parce que les fibres vont retenir, même quand on met la pulpe dans le jus, il n'y a pas le même effet que l'orange entière. Et surtout, le grand inconvénient du jus de fruits, c'est que le cerveau ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Il croit que c'est de l'eau. Et donc, il n'est pas capable de réguler la quantité. Il va pas filtrer, alimentaire. il va tout laisser passer. Non, c'est pas ça. Il n'est pas capable de compter combien ça fait. Et donc, comme il ne sait pas compter ce que c'est, il croit que c'est de l'eau, vous pouvez, quand vous avez un grand verre de jus d'orange, vous avez 3 oranges. Quand vous mangez la première orange, ça va. La deuxième, vous la tenez un tout petit peu. La troisième, vous laissez. Vous pouvez pas. Quand vous buvez un verre de jus d'orange, vous pouvez continuer à manger. Ah, mais moi, je peux boire 1 litre de jus d'orange pressé. Vous continuez à manger tranquillement. Vous imaginez comme c'est un poison. Donc, C'est presque comme du il n'y a pas de coca. rassasiement ni de satiété avec les jus de fruits. C'est la raison pour laquelle les jus de fruits ne sont pas des poisons, ce ne sont pas des mauvais produits, mais il faut absolument les limiter en quantité. Patrick Serog, avant de discuter, dans un instant, je vais vous faire écouter un témoignage de quelqu'un qui a une histoire avec le sucre absolument extraordinaire, après la prochaine page de pub. Mais avant de l'écouter, si on devait faire une sorte de panorama des gammes de sucre. Est-ce qu'il y a des sucres meilleurs que d'autres? Alors, pour des diabétiques comme Alix ou moi-même, ou même pour des gens qui veulent faire attention à leur consommation de sucre. Par exemple, on entend beaucoup parler en ce moment du sucre d'agave, en disant le sucre d'agave, c'est moins glycémiant, etc. Est-ce qu'on peut faire un petit tableau des très mauvais sucres et des bons sucres? C'est compliqué parce que dès que vous rentrez dans la dichotomie, vous voulez mettre des mauvais points et des bons points. C'est ça, il y a coché en rouge ou coché en vert. Vous ne pouvez jamais arriver à l'équilibre. Jamais arriver à l'équilibre. Il faut arrêter cette façon qu'on a eue dans le passé de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est pas vrai. Le sucre rapide n'est pas mauvais s'il est pris en petite quantité. Il devient mauvais, c'est la dose. D'ailleurs, on connaît plein de gens qui mangent des bonbons et qui ne prennent pas 1 gramme et qui ne seront jamais diabétiques. Bien sûr. Et l'obésité n'est pas la résultante d'une consommation excessive de sucre ou d'une consommation excessive de gras. La résultante, surtout chez l'enfant, c'est la résultante d'un comportement alimentaire qui n'est pas du tout adapté par rapport à son évolution. Donc, voilà, c'est tout. Quand on fait des repas avec des enfants, qu'on leur organise des repas et qu'on le fait avec eux, qu'on leur explique qu'il faut manger, eh bien, ça se passe bien et ils ne deviennent pas forcément gros. Oui, à condition qu'ils nous écoutent. Pour ceux qui ont des enfants comme moi, qui n'écoutent pas toujours les conseils de diététique et de nutrition venant des parents, on va y revenir dans quelques secondes, tout de suite après cette page. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. De retour, place du marché, nous nous posons aujourd'hui la question, devons-nous vivre sans sucre? Pouvons-nous vivre sans sucre? On sait que non. On ne peut pas vivre sans sucre. Le sucre est le carburant privilégié de nos muscles et de notre cerveau. Alors ça serait un peu embêtant si on n'en avait pas. Alors pour cette question, je me suis entouré de spécialistes, le docteur Patrick Serog et Alix Bornon qui est pâtissière sans sucre. Eh bien écoutez, on poursuit bien sûr avec cette pâtisserie, mais je voudrais vous parler quand même d'une expérience exceptionnelle, d'une femme qui est une professionnelle pourtant de l'alimentation et de la gastronomie. C'est Danielle Jerkens, qui est la directrice de la rédaction de Elle à table. Je l'ai eue au téléphone pour lui demander, parce qu'elle a vécu une aventure peu banale avec le sucre. Bonjour Danielle Jerkens. Bonjour Vincent. Alors je vous appelais pour que vous me racontiez en fait votre aventure, parce que vous avez écrit un livre d'ailleurs qui relate cette aventure, qui s'appelle Zéro sucre, et cette aventure, ça a été de vous priver de la consommation du sucre pendant 1 an, c'est ça? Exactement, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle de la privation volontaire. Oui. En fait, ce que je me suis fixé en défi, qui était pendant 365 jours, de ne pas consommer de sucre ajouté. De sucre ajouté, c'est-à-dire du sucre raffiné, ce qu'on appelle le saccharose, exactement, grosso modo. En grosso modo, le saccharose, donc saccharose pur, et tous les produits qui en contiennent. J'ai continué à manger des pâtes, du riz, des fruits, oui, mais j'ai arrêté tout ce qui contenait ce qu'on appelle des sucres ajoutés. Alors, le docteur Serog, qui nous a expliqué tout à l'heure, grosso modo, la différence entre sucre lent et sucre rapide. Donc, vous avez continué les sucres lents, mais vous avez, grosso modo, coupé tous les sucres rapides. Exactement. Et alors, comment vous est venue, je dirais pas l'idée, mais plutôt l'envie de faire ce régime sans sucre? Alors, ça a été la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier,
c'est que j'ai dans ma famille un risque important de diabète, pas mal de personnes qui ont des diabètes de type 2. Oui. Et voilà, et ça me posait question. La deuxième chose, c'est que je suis journaliste. À l'époque, je travaillais beaucoup pour le magazine Elle et je travaillais énormément sur tout ce qui était nutrition et santé. Oui. Et je voyais venir, notamment du monde anglo-saxon, un certain nombre de papiers sur les vertus supposées ou au contraire les inconvénients, voire les désastres causés par le sucre. Et en tant que journaliste, souvent on relaie les choses, mais c'est parfois difficile d'aller très en profondeur. Et j'ai eu envie d'un défi. Je me suis dit, si le sucre est mauvais, essayons, ou nocif, essayons d'évaluer sa nocivité en l'éliminant. Donc vous êtes devenu votre propre cobaye. Exactement. Vous avez fait l'expérience sur vous-même, ce qui est assez courageux. Sur moi-même et puis sur ma famille, parce que je dois avouer que comme je suis la principale cuisinière de la maison, mon mari et ma fille ont été forcément impactés par l'expérience. Et dans la même mesure, c'est-à-dire que dans votre famille, on a arrêté complètement le sucre, ou est-ce qu'il y a eu des petits aménagements, on peut dire? Non, eux ont aménagé, c'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, mon mari va passer à la boulangerie ou à la pâtisserie, acheter de gâteaux. Ma fille a continué à consommer un petit peu de comment on appelle ça, de confiture. Mais c'est vrai que je n'ai plus cuisiné de gâteaux pendant une année, que j'ai cessé de faire des desserts. Donc, en fait, tout le monde a été impacté par l'expérience et on a tous désucré nos palais. Ah oui, alors, je le disais tout à l'heure en début d'émission, moi j'ai fait l'été sans sucre, là, j'y suis encore d'ailleurs. C'est une vraie drogue, le sucre, c'est-à-dire que le sucre appelle le sucre, on est d'accord? Le sucre appelle le sucre et le sucre rend zinzin. Littéralement. Moi, je viens d'une famille belgo-suisse, donc je suis née avec le double gène du chocolat au lait. J'avais l'impression de ne pas manger énormément de sucre. Et au moment où j'ai décidé de me lancer là-dedans, j'ai commencé à essayer d'évaluer ce que je consommais. J'ai réalisé que ça pouvait m'arriver régulièrement d'en prendre au petit déjeuner, que souvent dans la matinée, j'en consommais. Sans même vous en rendre compte, en fait, comme une habitude. Oui. Je travaillais à l'époque aussi chez Elle sur toute la partie art de vivre, donc notamment gastronomie. Donc on recevait quasiment tout le temps des produits à tester, des gâteaux, des pâtisseries, de la glace, du chocolat. Donc ça m'arrivait souvent dans la matinée d'en manger un peu. Et puis régulièrement, je prenais un dessert le midi. Dans l'après-midi, quasiment systématiquement, j'en mangeais. Parfois le soir, j'en mangeais. En fait, j'en mangeais tout le temps. Alors, je n'ai jamais consommé de boissons sucrées, parce que je déteste ça. Je trouve absolument ignoble. Les sodas et même des jus de fruits. Pas du tout. D'accord. Jus de fruits, je suis une très petite consommatrice de jus de fruits. Et d'ailleurs, l'enquête, parce que j'ai fait cette expérience, mais j'ai également fait une grande enquête santé, société, alimentation, etc. Les jus de fruits, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de consommer avec parcimonie. Parce que là, c'est encore plus planqué. On pense que c'est bon pour la santé, mais en fait, c'est bourré de sucre. Exactement. C'est surtout bourré de sucre que nous ne pouvons pas assimiler. Et comme on ne peut pas les assimiler parce qu'on n'a aucun capteur à fructose dans l'organisme, eh bien, on les transforme en acide gras. Et voilà. Donc, en fait, on prend du poids, quoi. On prend Donc, du poids le meilleur moyen de prendre du poids, c'est de boire un jus de fruits tous les matins. Et ça, c'est valable autant le jus de fruits que vous pressez avec vos petites blanches mains à la maison, que du pasteurisé. Que les fruits en briques. C'est rigoureusement la même chose. Et d'ailleurs, je sais que Michelle Obama, lorsque Barack Obama était président des États-Unis, avait lancé un programme bouger plus, manger mieux, etc. Et qu'ils avaient, dans certaines écoles de quartiers défavorisés de New York, lancé la distribution de jus de fruits au petit déjeuner le matin, de manière à améliorer les rations de fruits et légumes des enfants, etc. D'ailleurs, c'est de là que vient le jus d'orange. C'est les Américains qui nous ont imposé la consommation de jus d'orange. Exactement, de mémoire, à la fin au début du XXe siècle, lors de la crise de 29, parce que les producteurs d'oranges de Floride et de Californie ne savaient plus quoi en faire. Et en tout cas, ce programme de Michelle Obama a été arrêté parce que tous les enfants ont grossi. Alors, vous imaginez bien, avec les problèmes que pose l'obésité chez nos adolescents, alors on l'a bien vu dans les sondages à la rentrée, le jus de fruits est un peu un ennemi caché. On va en reparler évidemment dans l'émission. Très clairement. Très clairement. Un verre de jus de fruits, c'est l'équivalent de 4 à 5 fruits pressés. Absolument. Alignez devant votre ado 5 oranges et dites-lui mange-les. Oui, et ben alors là, c'est impossible.
Et en plus, il n'y a pas la fibre. Impossible. Il n'y a pas les fibres. Exactement. Daniel Jerkens, il y a quand même quelque chose que je voulais mettre en avant dans votre expérience qui est très intéressante. D'abord parce que vous y êtes arrivé quand même. C'est votre métier. On fait le même métier. On travaille dans la gastronomie, dans l'alimentation de qualité. Comment... Alors, moi, je sais la difficulté que j'ai à ne pas manger de sucre parce que parfois, c'est professionnel. Comment avez-vous fait pendant un an pour ne pas goûter des confitures, pour ne pas être dans des jurys de dégustation? Alors, je me suis un peu éloignée cette année-là d'un certain nombre de dégustations. Je dois avouer que le traditionnel banquet des bûches qui arrive en septembre pour nous, c'est ça. Je n'y suis pas allée cette année-là. Les relais desserts vous ont pas vu. Voilà, les relais desserts ne m'ont pas vu. Il y a eu on a fait un banc d'essai des bûches OL cette année-là et je n'y ai pas participé. Enfin, j'ai donné mon avis visuellement. Etc., vous n'avez même pas mis dans votre bouche, c'est-à-dire en recrachant, c'est-à-dire aucun contact avec le saccharose. Non, j'ai vraiment essayé d'éviter parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend très bien compte au bout de quelques semaines. D'abord, les quelques premiers jours sont très enthousiasmants. Et puis, au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie envie. Il y a une sorte de circuit qui vous appelle, qui appelle le sucre. Et c'est dû à deux choses. Il y a effectivement le système, un petit peu, on va dire, le cerveau qui le système de la récompense avec la dopamine. Il y a aussi, semblerait-il, un problème au niveau intestinal qui est qu'en fait, quand vous mangez beaucoup de sucre, vous développez les populations de levure dans votre intestin. Et que lorsque vous n'en consommez plus, elles ont faim. Elles meurent de faim. Oui, parce que la levure, elle se nourrit de sucre. Hein. Exactement. Et donc, elles produisent comment on appelle ça, des neurotransmetteurs, des molécules qui passent dans le sang, qui montent jusqu'au cerveau et qui vous donnent envie de sucre. Qui dit nourrissez-moi, quoi. Exactement. Et il faut plusieurs semaines pour qu'une partie de ces levures meure, que d'autres bactéries prennent leur place et que ça se rééquilibre. Et moi, il m'a fallu, je dirais, 2 mois. Il m'a fallu 6 à 8 semaines pour que ça s'arrête. Mais c'est comme un sevrage d'une drogue, on peut comparer ça en fait. Alors, au départ, je n'aurais pas dit ça. Mais il y a un chapitre dans lequel justement je parle de ça, de l'addiction possible, pas possible, vraie, fausse, etc. Et j'ai longuement partagé sur ce sujet avec un addictologue qui travaille en hôpital public dans le service d'addictologie et qui a avant tout affaire à des personnes qui sont addictes à l'héroïne, à la cocaïne, au tabac, enfin l'alcool, des drogues plutôt dures. Et je lui ai expliqué chacune des étapes à travers lesquelles j'étais passée, etc. Et il m'a dit, écoutez, ce que vous me racontez me fait complètement revoir mon point de vue. C'est ce que je vis tous les jours, il a dit, avec mes patients. Il me dit, c'est ce que je vis tous les jours avec mes patients. Et il me dit, votre parcours et les étapes que vous me décrivez sont rigoureusement les mêmes. Il me dit, moi, en tant qu'addictologue, ça me fait vraiment revoir mon point de vue là-dessus et me demander si nous n'aurions pas intérêt à développer effectivement dans le service d'addictologie des programmes d'accompagnement des personnes complètement, excusez-moi l'expression, camées au sucre vif. Camées au sucre, c'est terrible. Non, mais le sucre aujourd'hui est, à mon avis, ça fait 5 ans que j'ai arrêté d'arrêter, mais c'est la première drogue, entre guillemets, ou substance addictive, qui est en vente libre, très clairement. Absolument, et puis pas cher. Pas cher. Grâce au développement du sucre de betterave, c'est Napoléon qui avait fait ça. Daniel Jerkens, encore une minute, j'ai quand même une question à vous poser qui brûle les lèvres à mon avis et les oreilles des auditeurs. C'est quel bienfait en avez-vous tiré pendant cette année? Qu'est-ce qu'il en est résulté pour vous et de votre famille? Alors, en ce qui me concerne, en un an, j'ai perdu à peu près 10% de mon poids sans faire aucun effort. Je n'ai absolument rien retiré. Au contraire, je mangeais plus d'avocats, plus de fromage. Plus de gras, en fait. Vous avez compensé, oui, d'accord. Oui, mais j'ai compensé sur du gras choisi. D'accord. Alors que le sucre est toujours accompagné de gras. Personne ne mange des saladiers de sucre pur. Sauf un sorbet. Un sorbet, c'est du sucre sans gras. Oui, voilà, mais bon, on ne peut pas manger que de ça. Oui, c'est vrai. Et souvent, le gras qui accompagne le sucre dans la nourriture industrielle, c'est du gras de mauvaise qualité. Personne ne va dans le supermarché en disant je vais acheter un pot de graisse hydrogénée. Donc, j'ai perdu du poids, j'ai perdu de la graisse abdominale, j'ai perdu à peu près 10 cm de tour de taille, 10 cm de tour de hanche. Vous n'étiez pas énorme en plus avant. Non, vous avez jamais été en réel surpoids. Non, mais le sucre est inflammatoire, donc ça encourage tous les phénomènes d'inflammation. J'ai perdu des rides, j'ai déridé littéralement, et ça s'explique parce que le sucre, la consommation de sucre caramélise en fait dans les fibres de la peau. Oh là 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 là, c'est ce qu'on appelle la glycation. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la glycation.
Donc le fait de ne plus en consommer fait que vous avez un teint plus frais. Plus frais, une meilleure peau, quoi, une meilleure épiderme. Une humeur beaucoup plus égale, même si j'ai toujours été un grand lac d'eau calme, entre guillemets, et je pense pas avoir eu des sautes d'humeur, mais j'étais quand même une humeur plus calme. Et moins fatigué. Moins fatigué. Plus jamais de coups pas de de coups de barre, hein, pas de coups de barre. Plus jamais de coups de fatigue. De somnolence. Voilà, ce qui est normal, parce que votre glycémie est très stable, donc vous n'avez pas de coups de fatigue. Et puis, alors ça, je l'ai découvert après, au fur et à mesure. J'avais des gros problèmes de sinusite et d'allergie, et mes allergies ont quasiment disparu cette année-là. Et malgré ça, vous avez repris le sucre. Disons que j'ai arrêté d'arrêter, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être totalement zéro sucre. Maintenant, j'en consomme très peu. C'est-à-dire que je peux ne pas en manger pendant 3, 4, 5 jours, une semaine. Pas du tout. Et puis, je vais éventuellement manger 2-3 cuillères de glace. Mais un dessert, vous craquez quoi de temps en temps? Soit craquer, soit parce que ça me donne envie. Oui, simplement mais en fait, je ne vais plus, par exemple, je ne suis plus capable de manger une boule entière de glace. Ah oui. Ou alors, il faut que ça soit une glace au café, très très café, très peu sucré. Sinon, en fait, je sature au bout de 3-4 cuillères. Idem pour un gâteau. Je comprends. Mais... Je vais manger un petit peu de chocolat noir, je vais manger un carré, mais je ne vais pas du tout avoir envie d'un deuxième carré. Excusez-moi, mais parce que le temps a filé, une dernière question, Danielle Jerkens. Et pendant tout ce temps-là, pas de faux sucre? Pas d'aspartame? Non, surtout pas. Surtout pas parce qu'en fait, notre organisme est bien plus intelligent que nous. Ouais. Et lorsqu'on consomme très bien qu'on de l'aspartame, exactement, et des études ont montré que les gens, par exemple, qui prenaient des sodas sans sucre, avec des édulcorants, avaient plus de risques de développer des diabètes et étaient beaucoup plus enclins à compenser, en fait. Parce que vous faites croire à votre cerveau qu'il y a du sucre, parce qu'en fait, le goût sucré dans la bouche produit un shoot au niveau du cerveau. Et donc, votre organisme attend, mais il n'arrive pas. Ouais, donc, vous allez avoir beaucoup plus tendance à compenser. Le pancréas, qui est beaucoup moins intelligent, lui, il se laisse avoir. Exactement. Il surproduit de l'insuline. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Danielle Jerkens. Merci à vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de continuer avec peu de sucre. Hein, ça vous réussit bien. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne Au revoir. journée. Ouais, merci à elle. Alors, vous n'êtes pas en studio, mesdames et messieurs qui vous écoutez, mais j'ai cru qu'on allait perdre le docteur Serog. Hein. Plus d'une fois, je l'ai vu hausser les sourcils, lever les bras au ciel. Alors, évidemment, c'est une expérience de vie. Elle n'est pas médecin, Danielle Jerkens, donc elle s'exprime avec des termes qui sont parfois périmédicaux, mais je pense qu'il faut faire un peu le tri dans certains des concepts qu'elle a développés. On va y revenir tout de suite dans une seconde et vous allez pouvoir nous répondre, docteur Serog. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Allez, nous revoilà place du marché. On entendait à l'instant le témoignage de Danielle Jerkens sur son année sans sucre. Et je vous le disais, le docteur Serog ne peut pas être d'accord avec tout, mais c'est très personnel. Bon, au moins, elle a fait montre d'une force de caractère hors du commun, docteur Serog. Ah oui, absolument. Elle a voulu vivre une expérience, elle était jusqu'au bout. Mais il faut dire qu'elle est partie déjà d'une bouche très sucrée, puisque vu son métier... C'est ça. Et vu les quantités de sucre qu'elle devait consommer tous les jours... Elle l'a dit elle-même, hein, oui. Elle s'en rendait même plus compte. Oui, donc il y a un moment donné, effectivement, où trop, c'est trop. Alors après... Je vous ai vu hausser les sourcils quand elle a dit c'est comme une drogue. Pour vous, ça vous pose problème. Il y a beaucoup de choses. Avant ça, elle a parlé du fructose, et le fructose n'est absolument pas, évidemment, un poison. Il ne va pas entraîner du tout une stéatose hépatique. C'est uniquement les quantités qu'on va manger, si elles sont très importantes, qui vont avoir un effet délétère sur la santé. Mais comme toute chose, tout aliment que vous consommez en quantité importante, excessive, entraîne une pathologie. Ça, on peut le dire. Tout est dans la voie du milieu. Hein, il faut être raisonnable en tout. Et c'est ça qui est difficile pour l'être humain. Et puis il y a après le fait qu'elle parle de drogue... et d'addiction. Alors, c'est un sujet extrêmement controversé, mais il faut savoir que les personnes qui vivent ça comme une contrainte psychologique très forte ont des problèmes psychologiques. Oui, ont souvent. un terrain. Voilà, c'est pas le sucre qui est seul responsable, c'est aussi un comportement addictif. Absolument. Et il n'y a pas les sevrages et des manifestations du sevrage qu'il y a avec l'héroïne. C'est-à-dire le manque, on peut dire grosso modo, il n'y a pas de manque. Le manque insupportable. Dans l'héroïne, c'est le manque insupportable. Ils sont prêts à tout. On va pas tuer quelqu'un pour avoir un bout de sucre. C'est pas vrai. Ça s'est pas encore vu, on va tuer quelqu'un parce qu'on a besoin d'argent pour acheter de l'héroïne. D'accord. Donc le sucre, ça n'est pas une drogue dure, c'est une drogue douce. D'ailleurs, on le sait bien. Hein, c'est cette douceur aussi qui nous piège un peu. C'est un besoin physiologique qui peut être exacerbé chez certains et pas chez d'autres.
Bon, alors donc évidemment, puis elle n'est pas médecin, Danielle Jerkens, donc elle n'a été que son propre cobaye. Elle essaye d'en faire profiter autour d'elle avec beaucoup de bonne foi. Et parfois, vous savez, il y a aussi des avancées dans la médecine. On peut, la vérité d'un jour n'est pas celle de la semaine d'après ou de l'année suivante. Donc on évolue peu à peu. Alors moi, j'ai la chance d'avoir en studio avec nous Alix Bornon. Alors Alix, c'est la fondatrice des Belles Envies. J'aime bien ce terme parce que c'est comme pour déculpabiliser nos envies de sucre. Votre idée, puisque on le savait, on l'a entendu en début d'émission, vous êtes diabétique de type 1. Je rappelle qu'il y a 2 diabètes. Le diabète de type 1 qui est presque un diabète de naissance, en tout cas pathologique, lié parfois à l'hérédité, et le diabète de type 2 qui est mon cas, c'est-à-dire ce qu'on appelait le diabète gras, qui est pas très juste, mais en tout cas celui qui aura mangé trop de sucre dans sa vie jusqu'à fatiguer son pancréas. Il ne produit plus d'insuline. Oui, mais pas uniquement du sucre. Il est souvent c'est ça. trop gros. Oui, ça a été mon cas, je le reconnais, mais c'est trop tard, maintenant je fais gaffe. Alors, pour déculpabiliser, vous avez trouvé une solution extraordinaire, parce que vous êtes une gourmande, malgré le fait que vous soyez diabétique, et notamment de sucre, et vous avez dit, il faut que je crée une pâtisserie. Vous avez fait de la pâtisserie votre métier, mais une pâtisserie en changeant l'indice glycémique, c'est-à-dire avec une pâtisserie qui vous donne moins de pic glycémique, qui est moins sucrée. Absolument. Alors, comment vous avez fait ? Donc les Belles Envies, donc c'est le concept d'une pâtisserie donc à index glycémique contrôlé. Donc, on a retiré tous les sucres raffinés, aussi bien donc le sucre, donc le saccharose, que les farines blanches, donc transformées. D'accord. Oui, les farines, on n'a pas de farine blanche. La farine fameuse type 45 qu'on retrouve dans nos baguettes de tradition ou dans nos gâteaux, nos cakes. La T45 ou T55, on l'a pas. On n'en aura jamais parce qu'on expliquait tout à l'heure, les fibres, vous n'avez pas de fibres en fait. Vous avez que l'amidon et vous avez cet index glycémique qui est très élevé. Quand on mange du pain blanc, on a directement un pic de glycémie. On l'a souvent appelé, comme vous le disiez, féculent. Et en fait le blé, quoi. Finalement, on va dire la farine sur de blé. Non, pas farine, parce que vous pouvez avoir une farine de blé complète. Raffinée, quoi. Je parle d'une farine raffinée. Docteur Serog, juste un mot. On dit que dans une baguette de tradition, il y a pratiquement 50% de sucre. Oui, bien sûr, ce sont des sucres, mais ce sont des glucides. Parce que la baguette de tradition est la seule par rapport aux autres pains qui a un index glycémique plus bas. Ah, d'accord. Oui, c'est la seule. Par le fait qu'il n'y a pas d'améliorant, il y a pas de glycémique très haut. D'accord. Oui. Donc c'est mieux de prendre de la tradition. Voilà, parce que plus elle est fibrée, plus vous avez une farine qui est fibrée. Comme on expliquait, les fibres réduisent l'arrivée de l'amidon, donc notamment dans le sang. Donc, il vaut mieux préconiser des farines avec des fibres. Oui, mais Alix Bornon, ou des céréales. Parlons du sucre, parce que certes, les fibres, certes, la farine, mais surtout, vous avez banni le saccharose de votre pâtisserie. Absolument. Et vous l'avez remplacé par quoi, alors ? On a remplacé donc, le saccharose par du sucre de fleur de coco, qui est un sucre qui provient de la fleur, du pistil de la fleur de la coco, et qui a un index glycémique, du cocotier exactement, et qui a un index glycémique 2 fois inférieur au saccharose. On l'utilise dans nos pâtisseries. Alors, si on dit index glycémique 2 fois inférieur, ça veut dire au fond c'est un sucre 2 fois plus sucrant. Non. Donc on en met 2 fois moins. Non, c'est pas ça ? L'index glycémique, c'est la capacité d'absorption ou la capacité... je dirais la vitesse, mais les docteurs diront que c'est pas une vitesse, mais à laquelle le sucre arrive dans votre sang. Voilà, vous avez l'afflux de sang, l'afflux de sucre dans le sang. Mais docteur, là encore une précision. Nous, notre carburant, le carburant de nos muscles, notre cerveau, c'est le glucose. Oui. À partir du saccharose, notre organisme transforme en glucose. Oui. C'est ça ? Glucose et fructose. Glucose et fructose. Le saccharose, c'est l'association de 2 molécules. C'est ça. En fait, on va casser cette molécule pour pouvoir consommer du glucose qui est le plus consommé par notre corps. Qui est le plus consommé, et le fructose va aller au foie. Voilà. D'accord. Et ce glucose, c'est celui qu'on trouve également dans la farine. Dans les féculents, dans les sucres lents, c'est souvent du glucose, c'est-à-dire un sucre qui n'est pas sucrant, qu'on ne repère pas dans un mets gustativement. Oui. D'accord. Donc vous avez donc du sucre de coco et vous avez des farines complètes. Farine complète, on a de la farine de lupin. De lupin.
D'accord, je vois ce que c'est le lupin. Ça ressemble à un haricot d'ailleurs, la graine de lupin. Absolument, un peu, hein. donc le lupin c'est une fleur. Mhm. Je le trouve dans le jardin. C'est très joli. Du lupin bleu, du lupin rose, du lupin jaune. Merci pour toutes les couleurs. Voilà. Et nous on utilise du lupin jaune et donc c'est une fève et on en fait une farine et cette farine elle a l'index glycémique le plus bas de toutes les farines qui existent, c'est-à-dire aux alentours de 15. Mais elle est texturante quand même pour faire une pâte sablée, une Elle pâte peut pas brisée. s'utiliser Uniquement seule. Oui. uniquement comme le blé, D'accord. le blé était 45 et 55, mais D'accord. elle se mélange. Nous, on fait un mélange de farine à index glycémique bas pour créer des pâtes, une pâte à choux, une pâte sablée, une pâte feuilletée. Absolument. Voilà, Et pour vous- ça a demandé sûrement un développement très important pour oui, pouvoir. beaucoup de tests. Parce que vous avez une pâtisserie, là, alors vous avez apporté des pâtisseries, tarte au citron, gâteau au chocolat avec une sorte de chantilly au chocolat dessus, entre ganache et Ganache crème montée, montée, une tarte passion, un flan parisien, Mhm. tout ça à l'apparence d'une pâtisserie classique très bien faite. Quand je dis classique, ça veut dire qui répond au canon de la pâtisserie, en tout cas visuel. Mhm. Et quand on goûte, parce que moi j'ai goûté effectivement la tarte passion, le gâteau au chocolat, il n'y a pas cette sensation d'abord de sucre, on n'est pas étouffé de sucre. Et surtout, vous me garantissez que ça ne va pas me faire du mal. Absolument. Alors, je vous garantis aussi, parce qu'on a travaillé donc avec un médecin diabéto-nutritionniste pour faire des Ouais. tests d'index glycémique. Et la vraie caution aux belles envies, elle est là. Elle est qu'on allègue quelque chose qu'on prouve derrière. Dès qu'on produit quelque chose, ou on fait une nouvelle création, que ce soit de la pâtisserie, du chocolat, des biscuits, on fait des fameux tests d'index glycémique avec des personnes qui travaillent avec nous, qui sont des volontaires, Mhm. qu'on rémunère à côté, parce que c'est des tests qui sont un peu longs et on prend 2 heures de leur temps pour faire les tests d'index glycémique. Et donc on fait ces fameux tests. Si l'index glycémique est inférieur à 30, c'est notre promesse, on vend le produit. Si on voit qu'il est plus élevé, on recommence Vous la recette. retravaillez. Et si on n'y arrive pas, on abandonne et on change et on fait autre chose. Voilà. Alors, docteur Serog, on l'a compris à travers ce que vous dites. Au fond, il faut séparer la population peut-être en deux. Dire, d'un côté, il y a tous les gens qui n'ont pas de problème avec le sucre. Il ne s'agit pas de changer leur alimentation ou de trouver des succès d'année. Vous n'êtes pas pour les comment dire, les sucres de remplacement, c'est-à-dire les édulcorants, parce que souvent, on l'a vu, d'abord, ce ne sont pas des bons produits pour notre corps. Il y a peut-être, on en reparlera une autre fois, il y a peut-être des dommages collatéraux dus aux édulcorants de synthèse. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont des problèmes avec le sucre. Alors, est-ce qu'on doit tous aller vers une pâtisserie comme celle-là, par exemple, ou est-ce que c'est réservé quand même à ceux qui ont une propension au diabète, aux maladies liées au sucre ? Non, je pense qu'il y a vraiment le choix. Si, du point de vue gustatif, vous préférez cette pâtisserie qui est moins goût sucré que les autres, au contraire, vous pouvez la consommer et c'est très bien pour vous. Par contre, quand vous avez un problème soit d'obésité, soit vous avez un problème de diabète, c'est vrai que là, vous êtes un petit peu poussé plus fortement à aller consommer ce type de pâtisserie. Oui, mais pour conclure, puisque la question c'est doit-on se passer du sucre ? On sait qu'on ne peut pas le faire. Pourtant, la consommation a été multipliée par 5 en 25 ans, grosso modo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, en tout cas, est-ce qu'on doit tous freiner notre consommation de sucre ? Alors, on doit tous freiner notre consommation de sucre parce que ce qu'on nous propose comme alimentation aujourd'hui, du point de vue industriel, contient de plus en plus de sucre. Donc Alors, au moins ceux sur quoi on est conscient de la présence de sucre, il faut faire attention. oui, absolument. C'est ça, parce que partout ailleurs, le sucre est caché. Bon, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Merci, docteur Serog. Je rappelle, vous sortez un livre « Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir ». J'aurais bien aimé le lire il y a 20 ans, celui-là. Ça m'aurait facilité la tâche. Merci, Alix Bordon, pour ces merveilleux gâteaux que vous nous avez apportés. Merci. Parce que ça ne laisse pas ce côté sucré et pas de petits sommes derrière, puisque pas de pic glycémique, suivi de la somnolence. Merci à tous d'être venus faire votre marché avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 10h. Vous connaissez l'adresse, place du marché sur Sud Radio. Et cette fois, je vous promets que nous parlerons plus de produits de saison que d'actualité et plus de plaisir que de maladie. Mais je voulais vous mettre en garde aujourd'hui pour aborder la rentrée en bonne santé et continuer à jouir longtemps des plaisirs que vous procure notre belle cuisine. Allez, à dimanche prochain. D'ici là, faites-vous plaisir. Il n'y a pas que du mal à se faire du bien. Bon dimanche.